Il a remporté des titres, enflammé les foules, combattu comme un homme possédé. C'était Bobby Shawnee dans le ring. Mais en dehors, sa vie était une tempête de tragédie et de chaos. De la mort de sa femme avant le combat de sa vie, au meurtre brutal de son fils, en passant par une lutte incessante contre la toxicomanie, il a presque tout perdu. Et quand les années 90 sont arrivées, l'homme qui autrefois était la tête d'affiche des combats de championnat était vu en train de fouiller dans les poubelles à la recherche de pièces de monnaie, incapable de se souvenir de son propre nom. Comment une légende finit-elle ainsi? Pour comprendre comment tout s'est effondré, il faut remonter au tout début. L'histoire de Bobby Shawn commence par une contradiction. Un jeune étudiant avec des manuels scolaires dans une main et des gants de boxe dans l'autre. Né en 1951 à Sylar, en Californie, il a gagné le surnom de Schoolboy alors qu'il fréquentait la California State University, Northridge. Il n'était pas censé être un bagarreur. Il était censé être le garçon qui s'en sort, qui réussit. Intelligent, soigné, le genre de type qu'on imaginerait devenir professeur, pas une machine à spectacle dans le ring. Mais la rue l'appelait plus fort que la salle de classe. Et une fois qu'il a mis les pieds dans un gymnase, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Dès le début, le contraste était frappant. Ce n'était pas le prospect affamé typique issu d'un foyer brisé. Il avait des options. Mais au lieu de poursuivre un diplôme, il a poursuivi les knockouts. Et il était doué pour ça. Vraiment doué. Il a accumulé les victoires au championnat Diamond Belt, fait des vagues aux National Golden Gloves et semblait destiné à la grandeur. Mais même avant son premier combat professionnel, il y avait des signes de problème. Une enquête sur des narcotiques par la California Athletic Commission a failli l'empêcher d'obtenir sa licence amateur. C'était un avertissement, un signe du chaos qui couvait sous la surface. Et comme l'histoire le prouverait, Bobby Shawn était un homme qui ne pouvait jamais vraiment échapper à ses démons. Quand il est finalement devenu professionnel en 1972, c'était comme allumer une mèche. Il a terrassé 23 de ses 25 premiers adversaires avec des knockouts si brutaux qu'ils semblaient personnels. Mais ce n'était pas seulement du talent, c'était du spectacle. Il aimait le rugissement de la foule, plus que les cartes des juges. Il a abandonné son style technique pour des guerres au corps à corps. Et les fans n'en avaient jamais assez. Il ne combattait pas seulement des adversaires. Il combattait pour se sentir vivant. En 1974, il était au sommet. Il venait de remporter le titre du WBC des poids plumes, après avoir arrêté Alfredo Marano en 9 rounds à l'Olympic Auditorium de Los Angeles. La foule était en délire. Il était enfin champion du monde. Cela aurait dû être le début de son âge d'or. Mais derrière la célébration, une question plus sombre planait. Bobby Shawn pouvait-il supporter la pression qui venait avec la couronne? Soyons honnêtes, il n'était pas fait pour la discipline. La rigueur n'a jamais été son fort. Ses habitudes d'entraînement étaient relâchées, son régime encore plus, et la fougue qui le rendait si excitant dans le ring commençait à le saboter en dehors. En 1975, les fissures dans ses fondations devinrent impossibles à ignorer. Il devait défendre son titre contre Rubén Olivares, une légende vivante et un rival féroce. Mais le véritable adversaire n'était pas Olivares. C'était la balance. Il devait perdre plus de 10 livres en quelques jours, poussant son corps à bout. La nuit du combat, il était épuisé, et ça se voyait. Le résultat fut brutal. Olivares l'a démoli en 2 rounds seulement. Les conséquences furent encore pires. Sa mauvaise coupe de poids l'avait tellement affaibli que la California State Athletic Commission a temporairement suspendu sa licence. C'était un réveil brutal. Les murmures sur son manque de discipline n'étaient plus seulement des rumeurs. C'étaient des faits, et il commençait à le définir. Pourtant, Bobby n'a pas abandonné.
il est revenu avec une victoire contre Danny Lopez, un autre adversaire redoutable, l'arrêtant au 9e round. C'était une victoire qui rappelait aux fans pourquoi il l'aimait tant au départ. Il pouvait encaisser une raclée, perdre un combat et revenir rugissant. C'était son don, et peut-être sa malédiction. Parce que pour toutes ces remontées, il y avait toujours quelque chose de fragile sous la surface. La même énergie sauvage qui le rendait électrisant dans le ring le rendait imprudent en dehors. Sa vie était une mèche, toujours en train de brûler, toujours à quelques centimètres de la prochaine explosion. Sa montée fut rapide, trop rapide. Elle n'était pas bâtie sur la discipline ou la structure habituelle. Elle était bâtie sur l'instinct, l'adrénaline et un chaos à peine maîtrisé. Chaque grande victoire avait un prix. Chaque rugissement de la foule masquait quelque chose de plus sombre qui l'attendait à la maison. Dès le début, Bobby Shawn vivait dans deux mondes. Le héros sous les projecteurs et l'homme qui s'effondrait dans l'ombre. Et à mesure que les combats s'accumulaient, les dégâts aussi. Parce que la plus grande tragédie de sa vie n'était pas un moment unique. C'était tout ce qui y avait conduit. Valerie Jean était plus qu'une simple amoureuse du lycée pour Bobby. Elle était son ancre, la personne qui l'avait soutenu dès le début, regardant alors qu'il se transformait d'un jeune, plein d'espoir en champion du monde. Mais à mesure que la carrière de Bobby prenait de la vitesse, les risques et la douleur qui l'accompagnaient commencèrent à peser sur elle. Elle voyait ce que la foule ne voyait pas. Les bleus qui ne guérissaient jamais complètement. Le discours hésitant après les combats difficiles et la manière dont Bobby se poussait à travers chaque blessure et revers. Valérie assistait à l'érosion lente et douloureuse de l'homme qu'elle aimait. Elle n'avait que 31 ans quand tout a commencé à se fissurer. Son inquiétude était désespérée. Elle le suppliait encore et encore de quitter le ring. Elle ne lui demandait pas d'abandonner. Elle lui demandait de survivre. Valérie savait exactement où cette voie menait. Elle avait vu les vieux boxeurs, ceux qui restaient trop longtemps, titubant à travers la vie, à moitié brisés, à moitié oubliés. Et elle ne voulait pas ça pour lui. Elle ne voulait pas voir l'homme qu'elle avait épousé devenir une ombre de lui-même. Elle ne pouvait pas le supporter. Elle est même partie à Hawaï à un moment donné, désespérée de l'éloigner d'un autre combat. Mais peu importe. Bobby ne pouvait pas lâcher prise. Le rugissement de la foule, l'adrénaline, l'identité, tout cela était trop fort. Le ring avait une emprise sur lui que rien d'autre ne pouvait briser. Et peu importe combien elle le suppliait, il continuait à y retourner. Il choisit la boxe, et le coup de ce choix approchait rapidement. Tout a atteint son paroxysme la veille du combat prévu de Bobby contre Salvador Ugaldi, le 15 mars 1982. Il n'était pas à la salle, ou en train de se reposer, ou de donner des interviews. Il était au téléphone avec Valérie, encore une fois, et cette fois, elle le suppliait de ne pas aller jusqu'au bout du combat, lançant un dernier plaidoyer désespéré pour qu'il abandonne le sport qui déchirait leur vie. Elle n'était pas seulement émotive, elle était désespérée. Selon la famille, elle a été claire. Abandonne, rentre à la maison, choisis-moi plutôt que le ring. Mais Bobby ne pouvait pas, ou ne voulait pas. Enfermé dans son état d'esprit de combattant, il lui a dit qu'il devait aller jusqu'au bout, puis l'appel s'est terminé, et quelque chose de bien plus permanent aussi. Quelques heures plus tard, Valérie s'est ôté la vie. Elle est morte. Elle est morte, la veille du combat, laissant derrière elle un chagrin qui le hanterait pour le reste de sa vie. La nouvelle fut un coup au ventre. Un de ces moments où le temps s'arrête. Elle avait 31 ans. Elle était mère, épouse, et elle était partie. La plupart pensaient bien que Bobby annulerait, se retirerait, ferait son deuil. Mais au lieu de cela, dans un geste qui choque encore les gens aujourd'hui, il a combattu.
Il est monté sur le ring le lendemain soir et a mis KO Ugalde au 3e round. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à du courage, à de la concentration, à une sorte de preuve tordue que Bobby Shawn était différent. Mais ce n'était pas de la force, c'était du déni. Bobby a admis plus tard, la seule chose dont j'avais peur, c'était de la perdre. Et quand cette peur est devenue réalité, quand la femme qui l'avait supplié de choisir la vie plutôt que l'héritage a disparu pour toujours, il n'a pas fait face. Il a enfoui ça. Il l'a enfoui profondément sous les acclamations, sous les coups, sous des années de chagrin. Il s'est concentré sur la seule chose qu'il connaissait, combattre. Les fans ont vu un guerrier cette nuit-là. Mais la vérité, c'est que c'était le premier round d'un combat d'un genre très différent. Un combat dont Bobby ne s'est jamais vraiment remis. L'effondrement émotionnel n'est pas venu tout de suite. Bobby a fait ce que font les combattants. Il a continué à avancer, à s'entraîner, à lancer des coups comme si, peut-être, il pouvait dépasser la douleur. Mais elle l'a rattrapé. Et quand elle l'a fait, elle est arrivée comme un train de marchandises. Décembre 1982, sa 4e et dernière guerre avec Raphaël Lemon, un combat brutal et sanglant de 15 rounds qui a laissé les deux hommes épuisés. Il a gagné ce combat, mais quand la foule s'est partie et que les caméras se sont éteintes, quelque chose d'autre l'a frappé encore plus fort. Cette nuit-là, le poids de la mort de Valérie a finalement percé. Il avait survécu dans le ring, mais le chagrin qu'il avait essayé de réprimer s'est écrasé sur lui, le laissant brut, exposé, brisé. Il avait combattu avec un fantôme dans son coin. Chaque round, chaque coup, hanté par la voix de la femme qui l'avait supplié d'arrêter. La mort de Valérie n'était pas seulement une tragédie, c'était le tournant. Bobby n'a plus jamais été tout à fait le même. Le panache restait. Les poings volaient toujours, mais en dessous, il était un homme en train de s'effondrer, portant la culpabilité, la douleur et le souvenir d'un appel téléphonique qu'il ne pouvait pas défaire. Le public voyait les knockouts et les retours, mais il ne voyait pas les nuits qu'il passait seul avec ses pensées, rejouant le dernier plaidoyer de Valérie encore et encore. À partir de ce moment, Bobby ne combattait plus seulement des adversaires. Il se combattait lui-même, et aucun nombre de ceintures ou de gloire ne pouvait le sauver de ce qui allait arriver, parce que le chaos ne faisait que commencer. Après la mort de Valérie, Bobby a essayé de repartir de zéro. Il s'est remarié, cette fois avec Melissa Chacon. Peut-être espérait-il qu'un nouveau départ l'aiderait à enterrer le passé, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, la relation est devenue une autre source de tourments. En octobre 1984, le chaos a débordé. Bobby a été mis en probation pour avoir battu Melissa si gravement qu'elle s'est retrouvée avec 2 côtes cassées, des coupures graves et des bleus sur tout le corps. Ce n'était pas juste une autre dispute domestique. C'était un épisode violent qui montrait à quel point les choses s'étaient désagrégées. Les détails étaient publics et soudain, l'image du combattant courageux et plaisant à la foule a été remplacée par des gros titres sur la violence et les abus. Et les choses continuaient d'empirer. En avril 1985, chacun était de nouveau devant un juge, cette fois pour conduite en état d'ivresse et possession de marijuana. Il était clair que ce n'était bien pas des dérapages isolés. C'étaient les signes d'un homme qui perdait prise en pleine lumière. Chaque arrestation, chaque comparution au tribunal érodait un peu plus son héritage, jusqu'à ce qu'il ne reste presque rien d'autre que la honte des tabloïds. Puis vint le coup final. En juillet 1986, la California Athletic Commission en avait assez vu. Ils ont suspendu sa licence de boxe indéfiniment pour avoir discrédité la boxe. Cette phrase froide et officielle masquait quelque chose de bien plus profond. La boxe l'abandonnait.
C'était comme perdre sa dernière bouée de sauvetage. La boxe avait toujours été la seule chose qui le maintenait à flot, qui l'empêchait de s'effondrer complètement. Maintenant, même ça, c'était fini. Sans la boxe, Bobby n'avait plus rien à quoi se raccrocher. Ses luttes contre l'addiction ont explosé. L'alcool avait toujours fait partie de sa vie, même pendant ses années de champion. Mais après la perte de sa licence et l'effondrement de sa vie personnelle, il a sombré. Le crack est entré en scène, et avec lui, j'étais venu la descente finale dans l'autodestruction. Chaque tentative de se remettre sur les rails semblait rencontrer un nouveau revers, et chaque nouveau bas-fond rendait la remontée plus difficile. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui s'est passé le 4 octobre 1991. Son fils de 17 ans, Bobby Shawn Jr., a été abattu dans une fusillade liée à des gangs dans le parking d'un centre commercial de la San Fernando Valley. Tout a commencé par une dispute insignifiante entre gangs et s'est terminé par une balle dans la poitrine de son fils. Il avait déjà perdu temps, mais la mort de son fils a coupé plus profondément que tout ce qu'il avait affronté auparavant. Pour Bobby, ce n'était pas seulement un chagrin, c'était une dévastation. Une douleur si profonde que même son ami le plus proche a dit qu'il n'a plus jamais été le même. Et comment aurait-il pu l'être? Après cette nuit, Bobby ne combattait plus pour survivre. Il fuyait le chagrin, la culpabilité, tout. Le crack est devenu une béquille, puis une cage. Il n'était plus l'homme charismatique et sauvage qui faisait rugir les foules. Il était brisé, se cachant des souvenirs qui ne le laissaient pas respirer, pris dans un cycle qui semblait empirer sans cesse. Ce n'était plus une chute de grâce. C'était un effondrement total. Et le pire, c'est que personne ne semblait pouvoir l'arrêter. Au début des années 90, ses jours en tant que champion du monde semblaient un souvenir lointain. La violence, les pertes et l'addiction l'avaient laissé isolé et en difficulté, chaque nouvelle tragédie s'ajoutant à la précédente. Fini le charme du schoolboy, fini le champion. Ce qui restait était un homme vidé par le chagrin et l'érosion lente de tout ce qu'il représentait autrefois. La violence qu'il distribuait autrefois dans le ring l'avait suivi à la maison et s'était multipliée. Son corps était meurtri. Son esprit s'effaçait. Les années de châtiment à l'intérieur et à l'extérieur des cordes commençaient à se voir. Il ne perdait pas seulement le contrôle de sa vie, il se perdait lui-même. Ce qui suivit fut moins une chute qu'une lente disparition. La gloire, la fortune, la santé, tout était parti, et personne ne pouvait arrêter la glissade. À son apogée, Bobby Chacon remplissait les arènes et livrait des combats dont les gens parlent encore des décennies plus tard. Il n'était pas seulement un champion, il était un showman. Son style sang et tripes était de ceux qui lui ont valu non pas un, mais 2 prix Ring Magazine du combat de l'année. Il aurait pu danser autour de ses adversaires. Il avait les compétences, mais il choisissait de rester et d'échanger coup pour coup, round après round brutal. « J'aimais juste entendre la foule crier », a-t-il dit un jour. Ce rugissement, cette validation, cette addiction comptaient plus pour lui que la sécurité, plus que la longévité, peut-être même plus que son propre avenir. Mais avec chaque ovation debout, quelque chose en lui glissait. Il a accumulé 59 victoires, mais elles ont eu un coup que personne n'a vu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ses mots commençaient à s'embrouiller. Sa mémoire commençait à s'évanouir. Il semblait parfois étourdi, même dans la victoire. Ce n'était pas juste de l'usure, c'était un effondrement neurologique. Les signes révélateurs de la démence pugilistique, ou CTE, le style même qui avait fait de lui une star, le tuaient discrètement. La catastrophe financière n'était pas loin derrière. Ses gains des années au sommet du sport
aurait dû le mettre à l'abri pour la vie. Il aurait dû avoir une maison, une voiture, peut-être même la paix. Au lieu de cela, il a tout perdu. Le manoir, les terres agricoles, les Rolls-Royce, la gloire, tout lui a été arraché pièce par pièce. Dans les années 90, il vivait dans un motel pour itinérants, survivant comme il pouvait. Les histoires de lui ramassant des canettes pour le recyclage n'étaient pas des exagérations de tabloïds. Elles étaient réelles. C'est ainsi qu'un homme qui autrefois était tête d'affiche à Las Vegas en est venu à chercher de la petite monnaie, juste pour manger. En coulisses, le crack avait pris le dessus, et avec son cerveau déjà endommagé par des années de châtiment dans le ring, sa prise sur la réalité commençait à s'effacer. Le CTE brouillait ses pensées. Les drogues aggravaient les choses. La toxicomanie l'isolait de ses amis et de sa famille, empirait ses problèmes légaux et financiers et le laissait avec presque rien. Si vous l'aviez vu dans ces dernières années, vous n'auriez pas reconnu le combattant qui autrefois faisait se lever les foules. Il pouvait à peine enchaîner une phrase. Parfois, il ne savait même pas où il était. À l'époque, on appelait ça le prix d'être un guerrier. Les coups répétés à la tête, combat après combat, guerre après guerre, avaient laissé Bobby brisé, d'une manière que la foule n'a jamais vue. Dépression, manque de contrôle des impulsions, éclat de colère, addiction. Ce n'était pas une coïncidence, c'était le coup, et Bobby l'a payé en entier. Le contraste est difficile à oublier. Il y avait le jeune schoolboy, les bras levés dans la victoire, et puis l'homme âgé, seul et diminué, son héritage éclipsé par la tragédie. Dans ces années 60, il était frêle et dépendant, bien loin du champion qui semblait autrefois invincible. Les mêmes fans qui rugissaient autrefois pour son courage ne pouvaient que regarder, impuissants, alors qu'il s'effaçait dans le silence. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'ascension et la chute de Bobby continuent de hanter le sport qu'il a construit et brisé. Ses triomphes étaient inoubliables, mais la douleur aussi. Et dans cette tension, nous sommes confrontés à la question que la boxe ne veut jamais affronter. Le prix de la gloire en vaut-il jamais la peine? Le dernier chapitre de sa vie est un portrait saisissant de ce qu'il a accompli et de ce que cela lui a coûté. Le 7 septembre 2016, il est mort à l'âge de 64 ans à Lake Elsinore, en Californie, sous soins palliatifs pour démence. La cause était les lésions cérébrales, des années de châtiment dans le ring qui l'avaient rattrapé. Il a passé ses derniers jours avec sa famille, mais l'absence des autres, sa femme Valérie, son fils Bobby Jr., pesait lourd dans la pièce. Les coups qu'il avait rendus célèbres lui avaient finalement tout pris. Sa santé, ses souvenirs et finalement sa vie. Il a survécu au dernier plaidoyer de Valérie, mais ne s'est jamais remis de sa mort ni du meurtre de son fils. La violence qui a marqué ces dernières années n'a pas commencé à la maison. Elle a commencé dans le ring. Avec chaque round brutal, il refusait d'abandonner. C'est la dure vérité de l'héritage de Shawnee. La gloire et la douleur étaient une seule et même chose. Mais son histoire n'est pas seulement celle de la perte. Il a marqué son époque avec un style imprudent et intrépide qui enthousiasmait les fans et terrifiait ses adversaires. Il a détenu le titre WBC des poids plumes de 1974 à 1975 et celui des super plumes de 1982 à 1983. Il a affronté les meilleurs dans 3 catégories de poids, n'a jamais esquivé un défi et a offert aux fans 2 performances de combat de l'année selon Ring Magazine. En 2005, il a été intronisé au International Boxing Hall of Fame. Pas seulement pour ses titres, mais pour la manière dont il combattait, le sang qu'il versait et le cœur qu'il mettait chaque fois qu'il montait sur le ring. Pourtant, il est impossible de célébrer ses accomplissements sans ressentir tout le poids de ce qu'il a enduré. Sa chute fut lente,
douloureuse et cruellement publique. La démence qui a revendiqué son esprit a hanté d'innombrables boxeurs. À la fin, Shaun n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Dépouillé de ses souvenirs, de sa parole, de lui-même. Il est devenu la preuve vivante de ce que la boxe peut prendre à ses héros. Son histoire est devenue autant un avertissement qu'une célébration. Pour chaque champion qui brandit une ceinture en signe de victoire, il y a un risque que ce même courage le laisse un jour brisé. La poétesse Eloisea Ameza a capturé cette dualité dans sa collection. Fighting is like a wife, décrivant le monde de Shaun comme une sorte d'enfer cyclique, où l'angoisse, l'amour, la solitude et la violence se heurtaient sans fin. Elle comprenait que pour Bobby, combattre n'était pas quelque chose dont on s'éloignait. Ça le suivait partout, dans ses relations, ses addictions, ses chagrins. Cela a façonné non seulement sa carrière, mais son âme même. Demandez à quiconque l'a vu combattre, et ils vous diront « Bobby Shaun était inoubliable ». Mais la gloire a un coût, et parfois elle prend tout. Que pensez-vous? Quel est le prix de la gloire quand le chemin pour l'atteindre détruit l'homme qui le parcourt? La mort de sa femme aurait-elle pu être évitée s'il avait simplement écouté? Dites-nous dans les commentaires quelle partie de son parcours vous a le plus choqué. Et si son histoire vous a touché, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour d'autres plongées profondes dans les triomphes et les tragédies des plus grandes légendes de la boxe. À bientôt pour la prochaine vidéo.